Premier ministre exhorte le secteur agricole à accélérer son développement et à réaliser des percées en 2025 lors de la conférence bilan de ce secteur. Les localités s'efforcent d'atteindre l'objectif de débourser au moins 95% des fonds d'investissement public alloués en 2024. L'atmosphère de travail févreuse règne dans les villages de métiers traditionnels de Hanoï, alors que les commandes pour le TED augmentent fortement. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté ce vendredi 27 décembre à Hanoï à la conférence récapitulative sur les travaux du secteur agricole en 2024 et son plan pour 2025. Prenant la parole lors de la conférence, le chef du gouvernement a hautement apprécié les efforts de ce secteur en 2024 qui a bravé les difficultés et défis provoqués par les fortes fluctuations du marché et les intempéries, en particulier le super typhon Yagi. Il a assuré la sécurité alimentaire nationale et enregistré de nouveaux records d'exportation, s'affirmant comme un moteur et un pilier de l'économie nationale. Selon le Premier ministre, 2025 sera l'année des accélérations et des percées. Le secteur agricole devra redoubler d'efforts pour atteindre un taux de croissance plus élevé de 3,5% à 4%, avec un chiffre d'affaires des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques de 70 milliards de dollars. Le chef du gouvernement a également chargé le ministère de l'Agriculture et du Développement rural de faire supprimer le carton jaune pour la pêche illicite non déclarée et non réglementée INN. La Banque asiatique de développement BAD maintient une vision positive de la croissance économique du Vietnam en 2025 et de son objectif de croissance jusqu'en 2030. Selon la BAD, le Vietnam s'efforce d'atteindre l'objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici 2030, ce qui nécessite une croissance économique annuelle moyenne de 7%. L'objectif du gouvernement d'une croissance du PIB de 8% en 2025 est raisonnable compte tenu de la dynamique de croissance positive de 2024. Toutefois, selon la BAD, face aux fluctuations de l'économie mondiale qui affecteront les flux commerciaux et d'investissement en 2025, le Vietnam doit donner la priorité à la fois à la vitesse et à la qualité de la croissance. Les chantiers de construction des projets d'infrastructures de transport sont plus animés que jamais à l'approche de la fin de l'année. Plus un projet d'investissement public est achevé et mis en service tôt, plus il apporte un coup de pouce économique aux localités en particulier et au pays en général. De nombreux projets accélèrent leur phase finale pour atteindre l'objectif de débourser au moins 95% des fonds d'investissement public alloués. Une planification spécifique et un calendrier détaillé sont essentiels pour garantir l'achèvement des projets dans les délais, de la libération du terrain à la construction et au déboursement des fonds. La route principale reliant la ville de Vinh à la ville de Co Lo est l'un des 3 grands projets de la province de Nghệ An qui ont été achevés près d'un an plus tôt que prévu. Nous vérifions l'avancement des chantiers et organisons des réunions avec les entrepreneurs pour trouver des solutions. La libération des terrains joue également un rôle crucial dans le respect des délais. La province de Nghệ An a également mis en place des groupes de travail impliquant divers départements et organismes compétents pour soutenir et résoudre les problèmes de procédure pour les investisseurs. Nghệ An a décaissé plus de 75% de ses fonds d'investissement public alloués, ce qui est nettement supérieur à la moyenne nationale. Le décaissement des fonds d'investissement public est étroitement surveillé dans toute la province, les projets étant classés en fonction de leur rapidité de décaissement. Tout goulot d'étranglement dans les procédures ou la gestion du capital est rapidement résolu. À la fin du mois de novembre, la province de Thanh Hóa avait décaissé plus de 76% de ses fonds et s'efforce désormais d'atteindre le taux de décaissement le plus élevé possible. La priorité est donnée aux projets clés de la région,
afin de ralentir leur réalisation dans les meilleurs délais. Nous avons tenu des réunions régulières pour nous engager à achever dans les délais les objectifs de libération des terrains et de décaissement mensuels. Nous avons formé 5 groupes de travail pour surveiller et accélérer le déploiement des projets. Le décaissement des investissements publics a atteint un peu plus de 60% de l'objectif fixé par le Premier ministre à la fin novembre. Pour atteindre l'objectif de cette année de débourser au moins 95% des fonds alloués, 9,6 milliards de dollars supplémentaires doivent être déboursés en décembre et janvier. Cela représente un grand défi qui oblige les ministères, les secteurs et les autorités locales à traiter les problèmes restants de manière proactive. Les exportations de riz du Vietnam ont franchi une nouvelle étape en 2024 avec plus de 9 millions de tonnes expédiées, générant 5,7 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 11% en volume et de 24% en valeur par rapport à l'année dernière, ce qui représente des records en termes de production et de recettes d'exportation depuis que le Vietnam a commencé à exporter du riz en 1989. Le Vietnam est désormais le troisième exportateur de riz au monde, derrière l'Inde avec 17 millions de tonnes et la Thaïlande avec 10 millions de tonnes. Selon l'Association alimentaire vietnamienne, les Philippines restent les plus grands marchés pour le Vietnam, représentant 40% des exportations. Malgré l'augmentation de l'offre mondiale, le riz vietnamien continue d'être très demandé sur d'autres marchés clés comme l'Indonésie et la Malaisie. La loi anti-déforestation de l'Union européenne, EUDR, stipule que seuls les produits qui ne provoquent pas de déforestation et qui sont légaux peuvent être importés sur ce marché. Le Vietnam compte 7 produits agricoles qui seront concernés par cette nouvelle réglementation. Dans certaines provinces du centre, les industries fortement touchées sont le bois, le caoutchouc et le café. De nombreuses localités ont mis en place des solutions pour répondre à la réglementation de l'UE. Le modèle de couloir vert dans le district de Hướng Hóa est mis en œuvre dans le village de Chanh Vanh avec plus de 250 arbres de toutes sortes. Les personnes participant à ce modèle bénéficieront de nombreux avantages. Nous ne violons pas les forêts naturelles et vendons du café à des prix élevés. Nos revenus ont considérablement augmenté. Le couloir vert est l'un des projets du modèle combiné de culture du café agricole et forestier. Grâce à ce modèle, les producteurs de café disposent de revenus et protègent l'environnement. Quảng Trị collecte aussi des données sur les zones de culture, la traçabilité et les coordonnées afin de déterminer les zones qui répondent aux normes EUDR sur les EVA. À l'ère de l'intégration internationale, l'accès à l'origine et à la qualité des produits est très important. La province de Quảng Trị compte 4000 hectares de caféiers, dont près de 200 hectares risquent de violer les lois sur la déforestation de l'UE. Environ 7000 hectares d'EVA doivent être négociés avec l'UE. Actuellement, nous nous concentrons sur la communication et la sensibilisation des ménages, des entreprises et des coopératives participant à la production de produits agricoles de qualité. Quảng Trị met en œuvre des modèles d'agriculture verte pour aider les gens à avoir davantage de moyens de subsistance et minimiser l'empiétement sur les terres forestières naturelles. Cette localité promeut également la culture du café associée au crédit carbone et la culture du caoutchouc respectueuse de l'environnement pour répondre au marché européen. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 27 décembre.
Après 4 jours d'exploitation officielle, la ligne de métro numéro 1 de Ho Chi Minh Ville a exploité 797 trains desservant près de 400 000 passagers. La station centrale Bến Thành, dans le premier district, est l'endroit qui a accueilli le plus de passagers. Selon le plan, à partir du 2 janvier 2025, le système de contrôle et de gestion des entrées et des sorties lors de la prise du métro numéro 1 sera mis en service. Les passagers doivent télécharger l'application sur leur téléphone et créer un code QR pour prendre le train. Ils doivent également utiliser une carte bancaire ou apporter leur pièce d'identité pour ouvrir un compte dans les stations. À l'approche du Tết, la demande des plats traditionnels comme le bánh chưng, le pâté de porc et les vermicelles de canard a augmenté de 20 à 30%. Ainsi, dans les villages de métiers traditionnels de Hanoï, les ateliers travaillent dur pour répondre à cette demande, tout en espérant de fortes ventes et de bons bénéfices. Visitons ces villages et découvrons l'atmosphère de travail fiévreuse qui y règne alors, qui se prépare pour les vacances du Tết qui arrivent dans quelques semaines. Les clôtures en bambou s'étendent sur les champs le long de la digue de la rivière Dai menant au village de So, du district de Quoc Oai. Une atmosphère animée remplit ce village de fabrication de vermicelles à l'approche de la fin de l'année. Après d'un mois du Tết, les commandes ont déjà augmenté de 50% par rapport aux jours normaux. Nous commençons le séchage des vermicelles à 4 heures du matin et, si le temps le permet, nous continuons jusqu'à midi. Pendant le Tết, la demande est élevée, nous embauchons donc des travailleurs supplémentaires pour accélérer la production. Les vermicelles sont indispensables sur les plateaux de célébration du Tết des familles vietnamiennes. Cette année, les producteurs de vermicelles ont commencé leur préparation plus tôt, augmentant ainsi leur production de 30%. En plus des offres traditionnelles, ils vendent littéralement des coffres cadeaux du Tết contenant les vermicelles et des ingrédients de cuisine pour satisfaire la demande des clients. Pour garantir la qualité des produits et répondre à la demande du marché, nous avons investi dans des machines modernes et mis en place un processus de production fermé, de la mouture de la farine au séchage. Nous pouvons désormais produire 4 à 5 tonnes de vermicelles par jour. Si le volume des commandes est élevé, nous travaillons d'arrache-pied pour répondre à la demande du Tết, mais la qualité passe toujours en premier. Hanoï abrite plus de 1350 villages artisanaux réputés pour le produit agricole traditionnel qui atteignent leur pic de production pendant le Tết. Bien que le typhon Yagi a causé des dégâts en septembre, ces villages ont rapidement rebondi, augmentant leur production pour satisfaire la demande croissante du marché. Pendant le Tết, nous produisons en fonction de la demande du marché, en veillant à ce qu'aucune zone ne soit laissée inoccupée, afin de fournir un approvisionnement suffisant et d'éviter des hausses de prix soudaines. Ayant rapidement récupéré après la tempête, les producteurs locaux signalent que la récolte de poissons est abondante et plus importante que d'habitude. Le Tết de cette année promet d'être prospère. La fin de l'année est la période la plus chargée pour les villages artisanaux. Malgré des journées de travail plus longues, les sourires abondent dans l'attente de meilleurs revenus et d'un Tết plus chaleureux et plus joyeux. Une vidéo promotionnelle de 30 secondes mettant en valeur les paysages époustouflants et la riche patrimoine culturel du Vietnam est désormais diffusée sur CNN, une chaîne d'information en continu américaine. Lancée par l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, cette campagne vise à inspirer et influencer les voyageurs potentiels. La vidéo sera diffusée sur CNN jusqu'au 31 décembre et contribuera à renforcer la notoriété du Vietnam en tant que destination de voyage de premier plan et à attirer davantage de visiteurs en 2025. Notre journal continue avec un condensé des faits marquants de la semaine écoulée.
Le secrétaire général du parti Tolum et plusieurs hauts dirigeants de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale ont assisté le 20 décembre au 80e anniversaire de la fondation de l'armée populaire vietnamienne. En cette nouvelle période révolutionnaire, le leader du PCV a insisté sur la nécessité de maintenir et de renforcer la direction absolue et directe du parti dans le secteur de la défense et de la sécurité nationale. À l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation, l'armée populaire du Vietnam a eu l'honneur de recevoir l'ordre Ho Chi Minh, une distinction honorifique qui démontre la reconnaissance du parti, de l'État et du peuple pour ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn ont présidé le 25 décembre à Hanoï une conférence nationale visant à diffuser et à mettre en œuvre les lois et les résolutions adoptées lors de la 8e session de la 15e législature. Selon Trần Thanh Mẫn, lors de la 8e session, les députés avaient adopté 18 lois et 21 résolutions, soit le plus grand nombre de projets de loi adoptés en une session depuis le début de la 15e législature. De son côté, le chef du gouvernement a indiqué qu'immédiatement après la 8e session, le gouvernement avait ordonné aux ministères et services concernés de mettre en œuvre de manière urgente et efficace les lois et résolutions afin d'assurer un lien étroit entre la formulation et l'application des lois. Le comité permanent de l'Assemblée nationale s'est réuni mardi 24 décembre pour examiner et décider d'un certain nombre de questions financières et budgétaires. Le comité permanent a convenu d'un budget supplémentaire de plus de 5 800 milliards de dons pour la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale en 2023 et 2024. Les députés ont aussi convenu de réduire les taux de la taxe de protection de l'environnement sur l'essence, le pétrole et les lubrifiants en 2025 à la demande du gouvernement. Ils ont approuvé la prolongation de la date de mise en œuvre de la résolution sur les coûts de gestion de l'assurance sociale et de l'assurance chômage pour la période 2022-2024 en demandant au gouvernement de promulguer une nouvelle résolution avant que la loi sur l'assurance sociale n'entre en vigueur le 1er juillet 2025. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 24 décembre à New York, par consensus, la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité. Ce texte, qui sera officiellement signé à Hanoï en 2025, portera le nom de Convention de Hanoï. Fruit de 4 années de négociations, ce traité représente une étape cruciale dans la coopération internationale contre les menaces cybernétiques. Ce sera la première fois que le Vietnam accueillera la cérémonie de signature d'une Convention des Nations unies, marquant une étape majeure dans l'intégration juridique internationale en particulier et dans la diplomatie du Vietnam en général. 200 entreprises exemplaires se sont vues attribuer l'étoile d'or du Vietnam 2024 lors d'une cérémonie organisée le 24 décembre à Hanoï. Lors de la cérémonie, le vice-premier ministre permanent Nguyễn Hòa Bình a souligné les contributions importantes des entreprises. Le prix Étoile d'or du Vietnam est décerné annuellement aux marques commerciales exemplaires et capables de se faire une place à l'international. Les 200 entreprises honorées ont réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 699 000 milliards de dons et ont également créé plus de 405 000 emplois. Les célébrations de Noël ont battu le plein mardi 24 décembre à travers le Vietnam, avec une ambiance particulièrement festive. À Hanoï, les crues et les églises, magnifiquement décorées, ont attiré de nombreux visiteurs désireux d'immortaliser ces moments de fête. Dans les hauts plateaux du centre, les chrétiens sont heureux car ils ont connu de très bonnes récoltes de riz et de produits agricoles. Les églises sont splendidement décorées avec des sapins et des crèches miniatures. Des milliers de paroissiens et de touristes viennent dans les églises pour assister à la messe du réveillon de Noël. Le 22 décembre, dans la ville de Mito au Japon, l'association vietnamienne d'Ibaraki a organisé le Tết vietnamien à Ibaraki 2025. Ce programme donne le coup d'envoi d'une série d'événements communautaires du Nouvel An lunaire vietnamien au Japon.
Les invités et les spectateurs ont sollicité de belles écritures données par la bonzesse supérieure Thích Tâm Chí, présidente de l'association bouddhiste vietnamienne au Japon. Parmi les autres activités intéressantes, les jeunes Vietnamiens d'Ibaraki pouvaient participer à un concours de chant et à un défilé de costumes traditionnels des 3 régions du Vietnam. Le hameau de Tân Thuận, commune de Long Tân, district de Đạt Đỏ, province de Bà Rịa Vũng Tàu, abrite 147 ménages de l'ethnie Chero. Cette ethnie possède une culture riche avec de nombreuses coutumes et traditions uniques, mais avec le temps, l'identité ethnique Chero risque de se perdre. Face à cette situation, le jeune Lý Văn Khánh a créé le club traditionnel du hameau de Tân Thuận, encourageant activement les jeunes à apprendre le chant, la danse et à jouer du gong. Avec enthousiasme, Khánh suscite non seulement la fierté culturelle chez les jeunes, mais préserve également les valeurs traditionnelles de Chero. Les Chero croient toujours que lorsque le gong retentit, c'est le moment où une connexion se forme entre le monde humain et spirituel. Par conséquent, les gongs présentent toujours lors des fêtes importantes du peuple Chero. Les gongs constituent un élément culturel traditionnel particulier. Dans chaque festival, nous avons toujours des gongs avec nous. Ils sont associés au mariage et aux funérailles du peuple Chero. Mais en réalité, avant 2015, les gongs avaient progressivement disparu. Après cela, nous avons fait des efforts pour restaurer, préserver et fabriquer davantage de gongs. Réalisant que sa culture ethnique risquait de se perdre, Lý Văn Khánh a pris son envol et a fondé le club traditionnel du hameau Tân Thuận. Ce lieu lui a permis de transmettre les particularités culturelles de son peuple aux jeunes du hameau. Avant, il n'y avait qu'une dizaine de jeunes de l'ethnie participant à la pratique de danse et du chant de gong. En 2017, le club a commencé à attirer davantage de jeunes. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire campagne. Cet endroit est devenu une destination appréciée des personnes âgées, des jeunes et des enfants. D'autres groupes ethniques de la commune se sont aussi inscrits pour participer. Après près de 10 ans de fonctionnement, ce club traditionnel compte désormais une vingtaine de membres qui participent régulièrement chaque semaine. En venant ici, les participants apprennent non seulement à jouer des gongs, mais découvrent également les danses, chants et coutumes traditionnelles du peuple Chero. Je me sens heureux de rejoindre ce club. J'espère pouvoir diffuser la culture de Chero à plus de gens de la communauté. Auparavant, le nombre de jeunes participants aux activités traditionnelles et au club était très modeste. Khánh est un leader qui sait inspirer la jeunesse locale. Il a éveillé l'esprit de la culture ethnique Chero. Nous sommes très heureux que la culture traditionnelle perdure encore. L'une des choses qui préoccupe toujours Khánh est de savoir comment restaurer les fêtes traditionnelles de son peuple. Il a rencontré les anciens du hameau pour écouter les histoires du peuple Chero. Lorsque le club a été créé, je n'ai pas vu d'informations sur les anciens festivals comme le Sayangva. En discutant avec les personnes âgées du hameau, ils ont aussi exprimé leur désir de restaurer les anciennes fêtes. Je sens que j'ai la responsabilité de préserver la culture traditionnelle de mon ethnie. Grâce aux efforts de Khánh et des habitants du hameau, depuis 2015, le festival Sayangva, également connu sous le nom de festival de culte du dieu du riz, a été restauré. Lui et d'autres jeunes du hameau participent régulièrement aux activités de la commune, du district ou d'autres localités pour promouvoir la beauté culturelle du peuple Chero. Nous avons participé à toutes les activités de la commune ou du district. Cela nous aide à mieux attacher à nos valeurs traditionnelles. Nous utilisons tous les moyens pour restaurer et préserver la beauté de la culture traditionnelle locale. Je souhaite donc que tous les jeunes et enfants de la région expérimentent des activités traditionnelles.
C'est vraiment mon plus grand rêve. Avec un enthousiasme et un amour profond pour la culture ethnique Churro, Lee Van Khánh a créé un espace vivant où les valeurs traditionnelles sont préservées et diffusées. Le club qu'il dirige n'est pas seulement un lieu pour apprendre à chanter, danser ou jouer du gong, mais aussi un pont reliant la jeune génération avec l'héritage de ses ancêtres. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.